Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Médexion, je suis manager de programme scientifique au CNRT. Je remplace Fabien Trottet, qui est directeur du CNRT, qui n'a pas pu être présent avec nous ce soir. Donc, c'est un grand honneur d'être avec vous ce soir pour la présentation du projet de l'impact de la mine sur l'évolution des territoires. C'est un projet qui est important en termes de moyens qui ont été mis en place pour réaliser ce projet, important en termes d'ampleur de l'étude sur tout le territoire sur une trentaine d'années, important en termes de disciplines qui vont vous être présentées, et important aussi pour les Calédoniens, parce que la mine et la métallurgie, c'est le premier secteur, la première activité du secteur privé, et c'est aussi, et vous allez le voir, des impacts pour les familles en termes de mobilité, en termes de niveau de vie, en termes de coutumes. Donc voilà, donc c'est un très grand plaisir que l'on a ce soir pour vous restituer ce projet de plus de 3 ans. Merci beaucoup, Médéric, pour cette introduction. Donc, je recommence. Donc, moi, c'est Catherine Ries qui est la coordinatrice de ce projet. Et puis, je vais quand même présenter mes collègues qui sont tous là. Hein. C'est une équipe importante qui a travaillé sur ce projet dont on va faire la restitution ce soir. Donc, Romuald Thion, je commence de ce côté-là, voilà, qui est informaticien. Pascal Dumas, géographe et coordinateur de l'un des 2 principaux volets du programme. Samuel Gorouna, économiste, également coordinateur de l'un des volets du programme. Valentine Boudjma, qui est doctorante en anthropologie et qui soutient sa thèse sur le sujet de la mine et de son impact demain à 17h dans cet amphi. Donc Valentine nous donnera un tout petit aperçu ce soir de son travail, mais je vous invite très vivement à venir demain soir pour en savoir plus. Gilbert David, qui est anthropologue, et Catherine, géographe, pardon, excuse-moi. Il est un peu des deux. Et Catherine Savino, qui est anthropologue. Et on a aussi avec nous la Guillaume Vatlaise, qui est ingénieure en statistique et informatique à l'université, et Amélie Chung, qui est également économiste. Donc bon, ça vous donne déjà un aperçu de ce projet pluridisciplinaire. Donc je le refais rapidement parce que j'ai commencé tout à l'heure. Donc c'est ce soir, on va essayer de tenir en 40-45 minutes de présentation sur les principaux résultats de ce programme, sachant que vous avez une brochure qui circule, que vous avez peut-être pu vous procurer, qui vous donne les principaux résultats. Il y a un site internet qui est également à disposition avec l'ensemble des livrables qui ont été produits dans le cadre de ces projets, l'ensemble des publications. Et puis le rapport définitif du projet qui sera également consultable dans quelques semaines lorsqu'on aura fini cette séquence de restitution. Donc, l'originalité de ce projet, de ce programme de recherche qui vise donc, comme son nom l'indique, à mesurer les impacts de la mine. Quand on parle de la mine, c'est au sens large. Hein, c'est à la fois la mine, les sites miniers et les sites métallurgiques. Donc on inclut bien sûr dans l'étude l'impact des 3 sites métallurgiques de Nouvelle-Calédonie. C'est d'analyser l'impact de cette activité à la fois à différentes échelles et sous différents regards. Alors les différentes échelles, c'est ce qu'on appelle une analyse multispatiale, et surtout ce qu'il y a de particulier dans ce projet, c'est qu'on essaye d'évaluer l'impact de la mine sur une échelle géographique très fine. Les études portant sur l'impact du secteur minier en Nouvelle-Calédonie au niveau, j'ai envie de dire, macroéconomique au niveau du pays existent, sont riches, sont remises à jour régulièrement, notamment par l'ISEE. Ici, ce qu'on a vraiment essayé de savoir, c'est quel était l'impact localisé de l'activité minière et quelle était l'influence de la mine sur la population, les modes de vie, ce qui se passait vraiment autour, à proximité géographique de la mine. Et on va vous expliquer comment on a fait ça. La deuxième particularité de ce projet, c'est que comme voilà, je vous ai présenté l'équipe, c'est une équipe interdisciplinaire. On a donc croisé les regards de différentes disciplines pour essayer d'avoir une version, enfin une vision, non pas exhaustive, parce que je pense que c'est impossible, mais en tout cas une vision qui soit la plus complète ou la plus complémentaire possible de l'impact de la mine sur les différents facteurs, sur l'emploi, sur les revenus qui sont distribués, sur le développement de l'activité
hors activité minière, sur les transformations sociales, sur les mobilités des populations. Donc ça a été un travail assez long qui a nécessité de récolter beaucoup de données. Beaucoup de données ont été produites dans le cadre de ce projet et seront, je l'espère, encore valorisées. Et ça va vous être présenté également. La commande aussi au travers de ce projet, c'était de pouvoir à la fois donner un éclairage sur l'efficacité des politiques publiques accompagnant le développement de l'activité minière, même si on n'est pas là dans un sujet qui avait pour objectif l'évaluation des politiques publiques. C'était pas ça, on n'est pas rentré sous l'angle évaluation des politiques publiques. Mais ça permet, certains résultats permettent d'éclairer l'efficacité de certaines politiques publiques et surtout de formuler quelques préconisations en ce qui concerne les politiques à venir, surtout dans le contexte d'une activité économique non pérenne. La ressource nickel est une ressource non pérenne qui à la fois génère de l'activité, des revenus, des transformations actuellement et puis sur une dimension temporelle assez longue, puisqu'on a essayé, quand c'était possible, de mener cette analyse en perspective temporelle sur les 30 dernières années, mais également en termes de valorisation et de transformation et de création d'activités dans le futur. Donc c'est les différents angles qu'on a essayé de développer. Alors le projet en quelques chiffres, alors c'est un projet qui a duré, au départ c'était 3 ans, on a démarré en février 2020, on a eu les 2 années de pandémie, limitation des mobilités, etc. Ce qui nous a conduit à prolonger le projet qui a duré au total 3 ans et demi. C'est, on l'a dit, plusieurs chercheurs de nombreuses disciplines qui ont participé, une thèse de doctorat qui a été menée donc par Valentine dans le cadre de ce projet, de nombreux stagiaires de niveau licence, de niveau master qui ont été recrutés, qui ont travaillé dans le cadre de ce projet. C'est quelque chose d'important aussi pour les chercheurs de participer à cette formation des futurs chercheurs ou des étudiants qui s'orientent vers les métiers de la recherche, de l'expertise, de leur contribution en fait à la production de connaissances. Et le projet a bien contribué à cette mission de formation par la recherche. Quand c'était possible, l'analyse a été menée sur l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie, donc les 33 communes, quand les données existaient. Et il n'était pas possible d'avoir des données qualitatives, des données très fines sur l'ensemble des communes. Donc on a sélectionné un certain nombre de communes qui ont certaines spécificités sur lesquelles une analyse plus pointue et plus qualitative a été menée. Ces 9 communes vont vous être présentées. Bon, il y a eu un certain nombre de séminaires, des communications, des publications comme dans tout projet de recherche. De nombreuses personnes enquêtées. Je vous ai parlé de cette analyse approfondie sur certaines communes par des entretiens, donc c'est 250 personnes qui ont été enquêtées, et puis des associations libres de mots qui ont été collectées. On vous expliquera ce que ça veut dire, et la restitution de ces résultats a été présentée à différentes reprises au sein des 3 provinces. Puisque, alors je ne l'ai pas dit encore, mais c'est vrai qu'on mesure l'influence de l'activité minière à un niveau géographique le plus fin possible. Sur les territoires, les sites où il y a une activité minière, donc soit une mine, soit un site métallurgique, mais on va aussi au-delà, puisqu'on sait que l'activité minière a des impacts même au-delà de la zone dans laquelle elle est située. C'est particulièrement le cas de la population des îles Loyauté qui travaillent dans les mines ou sur les sites métallurgiques, et on va aussi mesurer l'impact que ça peut avoir sur le développement, et là en particulier sur la commune de Lifou. Alors, l'activité minière, l'entrée, c'est comment l'activité minière, par quel biais, quels sont on va dire les leviers de transmission des retombées de l'activité minière sur différentes entrées, et ces retombées sont-elles positives ou sont-elles négatives? C'est les questions qu'on s'est posées. Et là, dans le cadre de cette présentation ce soir, on a choisi, pour que ce soit encore une fois pas trop long et qu'on ne soit pas là encore à 2h du matin, mais de faire un focus sur quatre entrées. Donc, l'influence de l'activité minière sur les conditions de vie et leur répartition, l'influence de l'activité minière sur l'emploi, sur l'aménagement du territoire et sur les mobilités de la population.
Okay, pour avoir une vision plus globale, encore une fois, je vous invite à consulter le site internet du projet, dont l'adresse est sur la brochure qui circule, et puis sur le rapport final du projet. Donc, je vous parlais tout à l'heure des communes qui ont été particulièrement analysées, en tout cas qui ont donné lieu à une analyse plus approfondie. L'idée, c'était d'avoir des communes qui soient réparties sur les 3 provinces, d'avoir des communes sur lesquelles il y a des sites miniers. Les sites métallurgiques, bien sûr, vu l'impact économique, social, etc. qu'ils ont, on ne pouvait pas s'en passer. Donc, en combinant tout ça, on a identifié les communes que vous avez en orange sur la carte qui ont donné lieu à une analyse approfondie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de données, qu'on n'a pas analysé ce qui se passait sur les autres communes. Quand les données existaient, bien sûr, on les a exploitées, mais il y a eu une analyse plus approfondie sur ces communes. Et puis, on vous a remis aussi à la fois les points, les triangles rouges, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ce sont bien sûr les 3 usines métallurgiques. Et puis, les différents points qui représentent les centres miniers avec les différents opérateurs sur le territoire. Ça vous donne un peu où ils sont situés. Et puis, les communes qui ont été identifiées, l'IFU en fait partie pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, du fait qu'on ait effectivement des personnes de la province des Îles qui travaillent sur les sites miniers ou métallurgiques. Alors, quand on dit qu'on va mesurer l'impact de la mine ou de l'activité minière sur les populations, sur les activités, etc., dans leur zone géographique, il faut définir cette zone géographique ou ce qu'on appelle cette zone d'influence de la mine, ou cette proximité à la mine. On a différentes façons de le faire. En géographie, on parle souvent d'enclave. Enclave, ça veut dire un territoire qui est isolé, qui est un peu coupé des réseaux et des relations économiques, sociales de son territoire. Et c'est sous ce prisme-là qu'a été évalué, ou en tout cas mesuré, cette proximité à la mine. En économie, on a fait le choix, c'est une hypothèse qu'on a testée, qu'on a adoptée, on a fait le choix de mesurer la proximité à la mine par le temps de trajet par la route entre le lieu de résidence de la personne et le centre minier ou l'usine, en disant que c'est cette proximité géographique, mais qui se mesure en temps de trajet, qui va faire qu'on se sent plus ou moins loin de la mine et que l'activité minière va plus ou moins pouvoir avoir une influence sur le développement de mon activité, sur mes conditions de vie, etc., etc. Donc à partir de ça, on a construit ce qu'on appelle une matrice des dessertes routières qui mesure des temps de trajet entre chacun des centres miniers et les résidences des habitants pour avoir cette mesure de ce qu'on appelle la proximité à la mine et pouvoir mesurer l'influence ou la différence, on va dire, entre des individus qui se trouvent dans un périmètre à une demi-heure, on va dire, du site minier et des individus qui sont plus éloignés. Les données sur cette partie qui ont beaucoup été exploitées, ce sont les données des recensements de la population de 2009. Quelques analyses prennent des données un peu antérieures, mais essentiellement de 2009 à 2019. Ce sont des données individuelles. On a eu la chance de pouvoir avoir accès à des données individuelles, bien sûr anonymisées, ça va de soi, mais qui nous permettent quand même d'avoir une analyse très fine et puis d'avoir surtout des bases statistiques qui soient très grande, un grand nombre d'observations qui permet de garantir la significativité statistique de nos résultats. Et c'est ce que vont nous présenter mes collègues, les uns après les autres, 5 minutes par personne. Et c'est Samuel qui commence. Bien, bonsoir. Donc, je vais présenter donc, une partie de notre travail qui est d'essayer de mesurer l'effet de l'activité minière sur l'emploi comme Catherine vient de l'expliquer, nous avons essayé de mesurer cet effet-là avec la proximité, notamment en temps de trajet vis-à-vis de la mine ou des centres métallurgiques. Et puis d'un point de vue méthodologique aussi, on a fait des régressions économétriques, mais en essayant d'avoir le moins de biais possible. Et on a comparé des populations qui sont
enfin, avec les variables que l'on a, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'on a les individus qui ont les mêmes caractéristiques quand ils sont proches de la mine ou éloignés de la mine. On a regardé si le fait d'être éloigné de la mine ou d'un site métallurgique, ça avait un effet positif ou pas, ou négatif sur l'emploi. Donc pour faire simple, l'idée c'est si vous aviez une personne ingénieur de 40 ans qui est à proximité de la mine, est-ce qu'il aura plus de probabilité d'avoir un emploi qu'une personne ingénieure 40 ans avec les mêmes caractéristiques mais qui ne soit pas proche de la mine? Et donc en faisant cette analyse-là, on constate que de manière générale, la proximité à un site métallurgique ou à un site minier a un effet positif sur l'emploi. Donc ça veut dire que les individus proches de la mine ont plus de probabilité d'avoir un emploi. Et que du coup, de point de vue général, c'est un effet qui est positif et significatif que l'on a sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Après, évidemment, quel type d'emploi on a quand même des emplois saisonniers à temps partiel qui sont importants et donc du coup que les régressions montrent. Et on a aussi des effets positifs de manière générale pour les femmes autour de certains sites métallurgiques. Je vais revenir là-dessus après. Je pense juste les résultats généraux, mais après on va distinguer les mines de la métallurgie, pareil pour les femmes également. Je reviendrai sur les natifs également, puisque je l'expliquerai tout à l'heure, mais disons que de manière générale, quand on compare, quand on fait des distinctions par genre, en fait, sur les mêmes zones, on avait des données de 89 à 2014, et sur les mêmes zones, au début, être une femme avait un effet négatif sur la probabilité d'avoir un emploi, en 89, et puis ça devient positif après l'installation des sites métallurgiques et l'évolution des mines, etc. Et donc du coup, on a un effet positif après. Donc ça, c'est une évolution intéressante à noter. Et puis ce que j'ai indiqué sur les natifs, l'une des analyses que l'on a réalisées, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce que l'emploi local, en n'ayant que la variable natif, mais bon, pour essayer d'approximer l'effet de la loi sur l'emploi local, on a regardé 2009 et 2014 avec l'emploi local qui a été voté au milieu en 2010 appliqué en 2011, et ce qu'on constate, c'est que alors que pour l'ensemble du secteur privé à même caractéristiques, donc ce que je disais tout à l'heure, ingénieurs, 40 ans, etc., à même caractéristiques, les natifs dans le secteur du nickel ont plus de probabilité d'avoir un emploi que les autres, ce qui n'est pas le cas de manière générale dans notre analyse pour l'ensemble du secteur privé. Alors, ces résultats sont positifs globalement. Par contre, pour les sites miniers, les résultats sont plus mitigés. Et ce qu'on constate, c'est que du coup, les coefficients que l'on obtient ne sont pas significatifs. Ça veut dire qu'on ne peut pas, d'un point de vue statistique, confirmer qu'il y ait des effets de la proximité à la mine, enfin à la mine du coup, d'avoir plus d'emplois, plus de probabilité d'emploi quand on est proche d'une mine. Et quand on distingue le genre, on constate qu'en fait, en séparant, quand je dis distingue les genres, c'est-à-dire qu'on regarde les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, on constate que en fait, le coefficient est positif pour les hommes, c'est-à-dire que si vous êtes un homme, 40 ans, etc., proche d'une mine, vous avez plus de probabilité d'avoir un emploi, mais par contre, pour les femmes, c'est négatif, pour les mines. Et comme je l'indiquais un peu tout à l'heure, les emplois, après on peut regarder sur plus précisément quel type d'emploi. Effectivement, on a bien plus de emplois saisonniers, plus d'emplois partiels autour des centres miniers, bon, ce qui peut s'expliquer par les chargements, etc., de minéraliers, donc ils peuvent expliquer que l'on a plus d'emplois saisonniers dans ces zones-là. Voilà. Voilà, donc moi je vais juste en arrière, je vais vous parler du NEM, voilà, une spécialité calédonienne. Donc ici c'est le niveau d'équipement des ménages. On avait besoin, voilà, pour d'estimer quelque chose qui se rapprocherait d'un indicateur de niveau de vie. Alors il y a l'ISEE qui fait ça, et là avec les données qu'on avait pour nos analyses, on en a construit un, donc le NEM, niveau d'équipement des ménages. Ici, on a la représentation, voilà, de l'évolution
du NEM. Donc je vais déjà vous décrire ce que c'est. Donc comme l'a dit Catherine, on a eu la chance d'avoir accédé aux données détaillées de l'ISEE, donc l'ensemble des recensements, en particulier 2009, 2014 et 2019. Donc quand on remplit les formulaires, il y a le formulaire individuel et il y a le formulaire sur le logement. Il y a 14 caractéristiques qu'on a gardées. Donc est-ce que vous avez une machine à laver, est-ce que vous avez l'électricité, est-ce que vous avez l'eau courante, le type de raccord à l'électricité, le nombre de véhicules. On a synthétisé un indicateur qu'on a remis en base 100 sur la population qu'on a considérée. Donc ici, on a travaillé sur la Calédonie privée du Grand Nouméa. Vous voyez, en fait, le Grand Nouméa, il est en blanc parce que l'impact économique de Nouméa est tellement fort que si on veut analyser, voilà, on a préféré le sortir. Et donc à partir de ça, le découpage que vous voyez, c'est celui des iris. Donc c'est le niveau le plus fin sur lesquels l'INSEE ou l'ISEE diffusent ces statistiques. Donc ici, il y en a 158. Donc sur chacun, on a calculé en fait la moyenne, en gros la moyenne d'équipement des ménages. Est-ce que les maisons, les habitations principales sont bien équipées ou pas? Et ça nous donne cette répartition. Et là, ce qu'on voit, c'est la comparaison des écarts entre 2009 et 2019. Donc comment ça se lit? En fait, si vous regardez une zone, par exemple je sais pas, Yaté là qui est en bas à droite. Elle est dans le rose, elle est à -20, c'est-à-dire qu'il y a au sein de la zone de cette zone de Yaté, il y a moins d'écart d'équipement des ménages en 2019 qu'en 2009. Donc quelque part, c'est une forme qui permet de quantifier la réduction des inégalités au sein des zones. Et en fait, quand on regarde la carte, en fait, ça réduit partout, quasiment. Il y a une seule zone qui est dans le jaune. Alors on cherche encore les explications. C'est des questions qui s'ouvrent au fur et à mesure du travail. Et sur la zone VKPP en particulier, on voit qu'elle est bien bleue, elle est bien foncée. Donc les ménages sont homogènes et en fait aussi plutôt mieux équipés parce qu'au fil du temps, c'est plutôt un équipement qui est meilleur. Et on peut même comparer un peu plus finement. Si on veut regarder l'évolution, par exemple par province, ici donc vous avez 3 couleurs, c'est les 3 points du recensement, donc 2009, 2014, 2019, et vous avez la province à gauche, la province des îles, la province nord, la province sud. Ces diagrammes, ils montrent la distribution du niveau d'équipement des ménages, et on voit qu'en fait en 2009 c'était très fin, donc c'est ça qui dit il y avait des inégalités. Vous voyez, il y a des gens qui sont très hauts, des ménages qui sont très hauts, des ménages qui sont très bas, et au fur et à mesure du temps en fait on voit qu'ils se resserrent, et on voit en particulier qu'ils se resserrent beaucoup entre 2009 et 2014 et moins entre 2014 et 2019. Donc les inégalités ont bien réduites dans la période de construction qui correspond à la construction et la mise en prod des usines, et après entre 2014 et 2019 les inégalités ne se réduisent pas, elles ont même tendance à augmenter selon les zones, ce qu'on peut rapprocher aussi de la conjecture économique générale. Il n'y a pas que la métallurgie qui rentre là-dedans. Et avec cet indicateur, avec le NEM, on a pu croiser avec, comme on l'a fait précédemment sur l'emploi, avec la proximité à la mine. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la proximité à la mine, donc c'est travailler à moins d'1 heure d'une usine ou travailler à moins de 30 minutes d'un site minier. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le niveau d'équipement des ménages et la proximité? Et la réponse est oui. Il y en a une, elle est statistiquement significative, elle est plutôt et elle est assez forte. On voit par exemple, il faut regarder la colonne moyenne, la colonne du milieu, on voit que quand on est à 1 heure d'un site métallurgique, pour notre indicateur, un logement est à 12% meilleur en termes d'équipement quand on est à 1 heure d'une usine. On a prolongé récemment avec des analyses sur 2019, et là on rejoint aussi ce qui a été dit sur l'emploi, c'est-à-dire la différence, en fait, elle est toujours vraie sur les usines, mais sur les sites miniers, c'est différent. Il y a même un impact qui pourrait être négatif, qui n'est pas forcément statistiquement significatif et qui pourrait même être négatif. Et une différence aussi entre côte est et côte ouest. Donc voilà, ça pose des nouvelles questions. Est-ce que le rééquilibrage nord-sud, maintenant qu'il y a l'usine dans le nord, est-ce que c'est pas un rééquilibrage est-ouest qui se poser ou des choses comme ça? Et on passe. Merci.
Nous, on s'est intéressé à la question de l'activité minière et de l'impact de l'activité minière sur l'aménagement du territoire. Merci. Et pour essayer de répondre, en tout cas des éléments de réponse à cette question, on s'est focalisé sur les empreintes spatiales laissées par les projets métallurgiques contemporains, évidemment de Vavuto dans le nord et de Goro dans le sud. Et la question qu'on s'est posée, évidemment, c'est essayer d'avoir quelle est l'empreinte spatiale de ces deux usines au niveau de l'aménagement du territoire, à la fois en mesurant les effets directs en fait, de ces usines. Là, c'est un exemple de résultat qu'on a eu vis-à-vis des effets directs. Les effets directs, en fait, ont été... on a essayé de calculer la superficie, les surfaces impactées par le projet lui-même, c'est-à-dire l'implantation de l'usine et l'ensemble des infrastructures liées à cette usine. Donc au-delà du site de l'usine, il y avait bien entendu par exemple les aires de stockage, il y avait les mines associées. Donc là, vous voyez, on a utilisé pour ça des photographies aériennes et des images satellites. Donc on est remonté dans le temps pour avoir l'état des lieux, évidemment, avant la construction. Et on a, là, sur le cas de Konyombo en haut, on a directement numérisé, c'est-à-dire on a digitalisé sur les photographies aériennes et sur les images satellites les surfaces occupées par l'usine et l'ensemble des infrastructures associées à cette usine. Donc pour l'exemple de Vavuto, cela a impliqué à peu près 530 hectares impactés, c'est-à-dire occupés par les activités minières, à la fois vis-à-vis du site, vis-à-vis du port, et vis-à-vis, comme vous le voyez ici, c'est les résultats avec la numérisation qui a été faite sur les images, avec en haut ici à gauche les surfaces minières exploitées sur le massif du Konyombo. En ce qui concerne la même approche diachronique concernant le sud, avec une image de 92 et une image de 2020, l'empreinte spatiale du projet métallurgique concerne à peu près 970 hectares, donc à peu près le double du projet Konyombo. Et cette superficie, elle s'explique davantage par rapport au process utilisé, qui est un process hydrométallurgique, où les surfaces exploitées sont plus importantes, et les infrastructures qui ont été mises en place aussi à Goro sont plus importantes que celles de Vavuto. On s'est aussi surtout, de manière un peu plus globale, intéressé aux effets indirects. Donc l'objectif de s'intéresser aux effets indirects, c'était d'essayer de comprendre justement l'influence de l'activité minière et métallurgique sur le territoire. Et pour essayer d'avoir des données quantitatives à ce niveau-là, la même chose, on a analyser en fait le territoire à trois périodes différentes. Donc on a fait une analyse multitemporelle avant la construction de l'usine, à la mise en construction de l'usine, enfin à la mise en production de l'usine, et la période la plus contemporaine vis-à-vis de la disponibilité des données qu'on pouvait avoir. Donc là c'est l'exemple de Koné. À partir de photographies et d'images satellites, on a utilisé comme indicateur de variation de l'aménagement du territoire le bâti. En fait, parce que c'est ce qui est visible à vue du haut, c'est ce qui est visible à cette échelle-là, avec cette vision-là, vue du dessus. Donc on a numérisé l'ensemble des bâtiments et on a pu déterminer la nature des bâtiments, que ce soit des bâtiments d'origine des lotissements, des infrastructures résidentielles, des infrastructures commerciales ou des infrastructures industrielles. Et donc, aux trois dates données. Donc vous voyez, à Koné, en 2006, il y avait 194 hectares de bâtiments présents au niveau du centre urbain et des alentours du centre urbain de Koné. On a eu un doublement en fait, de cette surface de bâti en 2013, donc avec 370 hectares. Et là, en 2021, la dernière donnée qu'on a pu exploiter, 452 hectares, donc c'est-à-dire 70 hectares de plus. Donc on voit bien qu'on a une progression qui a été importante, un doublement du bâti, justement, sur la première période. On était là dans la période où, justement, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. Et c'est un peu après... ça n'a pas connu la même accélération. Donc en ce qui concerne, justement, on a fait cette analyse à la fois, c'est ce que j'ai oublié de dire, pardon, on a fait cette analyse à la fois sur les communes environnantes du projet du Nord, donc sur les communes de Koné-Vaux-Point-Bout, et sur les
communes environnantes du sud, notamment sur les villages, je ne parle pas de centre urbain, sur les villages de Prony, de Yaté Village et de Goro. Et on a aussi choisi des villages, je dirais, témoins, c'est-à-dire des communes qui étaient non minières, avec le cas de la commune de Yingen et de Puebo. Donc on voit bien que, vous voyez, le taux d'évolution, hein, les taux de croissance au niveau de la dynamique du bâti sur les 20 dernières années, entre 2002 et 2022, elles sont beaucoup plus importantes au niveau du nord, hein, avec par exemple 150% de taux d'évolution des surfaces bâties pour la commune de Puebo, 130% pour la commune de Koné, hein, 107% pour la commune de Vaud. Les taux d'évolution au niveau du sud sont beaucoup plus modestes, beaucoup plus nuancés, avec un taux d'évolution, à l'exemple de Prony, de 33%. Et au niveau des communes témoins, qui est un peu un indicateur, hein, parce que ce sont des communes non minières, là, on a des taux à Yingen de 22% du taux d'augmentation des surfaces bâties à Yingen sur la période considérée. Donc, un autre exemple de graphique, hein, les deux graphiques-là nous montrent en fait que la distinction entre ce qui s'est passé dans le nord et ce qui s'est passé dans le sud, hein, avec l'évolution des surfaces bâties, vous voyez, sur la commune de Koné, c'est le graphique en bas à droite, à gauche, pardon. Nous avons un doublement du bâti résidentiel sur les communes de VKP, avec plus de 500 hectares hein, en 2021 de bâti résidentiel, une multiplication par 5 des surfaces commerciales ou encore hein, une multiplication par 2 des infrastructures publiques. Il faut bien considérer encore une fois que c'est de la numérisation, de la digitalisation, c'est-à-dire que ce sont les surfaces visibles vues du ciel, hein, donc c'est les toitures, c'est l'emprise des bâtiments qu'on exprime ici. Au niveau du sud, encore une fois, les taux de croissance sont bien plus modestes, hein, 1,5% de bâti résidentiel à l'exemple pour les communes du sud, les 3 villages du sud. Mais ce qu'on peut aussi considérer, c'est les surfaces. Là, je parle d'1,5% de taux d'augmentation, enfin 1,5 fois, pardon. Mais ça concerne que 10 hectares. Alors que là, vous voyez, on était sur 500 hectares de surface bâtie. Donc il faut aussi considérer les valeurs absolues hein, de ces données-là. Donc, en conclusion, juste, en fait, ces chiffres hein, ont montré qu'on avait une très forte augmentation en fait, des surfaces bâties au niveau de la commune VKP, qu'on avait donc une forte anthropisation de la région, hein, et que, d'une certaine manière, le projet d'usine du Nord hein, avait été vecteur d'aménagement du territoire, avait accompagné l'aménagement. Il ne faut pas oublier de dire, bien entendu, qu'il y avait des politiques publiques très fortes vis-à-vis de l'aménagement du territoire en province Nord, hein, dans la velléité d'avoir un rééquilibrage territorial Nord-Sud. Donc là, on a quand même des résultats qui montrent bien qu'on a cette notion de rééquilibrage Nord-Sud qui s'est faite par rapport à l'influence du site métallurgique de Goro. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, dans le Sud, où l'anthropisation de la région a été beaucoup plus faible. Donc, wow. Je vais très vite sur cette diapositive, parce que j'ai déjà dépassé mon temps de parole. On a fait la même analyse au niveau des tribus, en fait. Donc, l'analyse au niveau des tribus, c'est-à-dire qu'on a numérisé la même chose, le bâti sur 4 tribus au niveau de la province Nord, Gatop, Bako, Netchaot et Wunjo, à proximité du site industriel. 3 tribus, Goro, Wao et Tuaoru, au niveau de la province sud, à proximité du site industriel de Goro, et encore une fois, 3 tribus témoins. Aux 3 dates indiquées, avant construction, pendant à la mise en production, et la plus contemporaine possible. Donc là, les résultats, d'une certaine manière, sont un peu à différencier, parce qu'on observe qu'au niveau des tribus, hein, les moyennes des surfaces bâties sont identiques, hein, à peu près 7% de croissance par an au niveau du bâti, c'est une moyenne hein, sur l'ensemble des sites qu'on a étudiés, que ce soit dans le nord ou le sud. Donc, à la différence, vous voyez, des centres urbains, le taux d'évolution n'est pas aussi différencié entre le nord et le sud. Par contre, on voit aussi, avec les tribus témoins, où on a 5,3% d'augmentation de la surface bâtie, que tout de même, l'influence de la mine sur les tribus, elle est un peu plus importante, hein, parce qu'on est à 2 points supérieurs hein, que ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé dans le nord et dans le sud sur les tribus à proximité des sites métallurgiques. D'accord. Merci.
peut-être, oui, il était déjà allumé. Donc, l'originalité aussi de ce projet, c'était d'intégrer des territoires qui sont non miniers, où il n'y a pas de nickel. Donc, on a travaillé notamment sur les communes de Lifou et de Yengen. Et le lien, une des portes d'entrée pour intégrer ces territoires non miniers, c'était de s'intéresser à la circulation des personnes, parce qu'il y a des personnes qui vont quitter ces territoires non miniers pour aller s'employer sur le territoire minier. La question un peu sous-jacente, c'était de se demander qu'est-ce qu'un territoire minier en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'un territoire minier en Nouvelle-Calédonie, c'est seulement celui qui contient du nickel, ou finalement, est-ce qu'un territoire où on va aussi parler de la mine ou débattre de la mine ou investir son salaire, est-ce que ce n'est pas aussi un territoire qui est minier ? Alors, donc, ce travail, il a été réalisé en menant des entretiens auprès des individus et notamment des salariés de l'usine et de la mine de KNS qui étaient donc originaires de Lifou et de Yengen. Alors, le graphique, d'abord, le graphique et la carte montrent qu'il y a eu vraiment un phénomène d'une concentration des emplois du côté de VKP. Il y a en fait, ça représente la province Nord qui a été découpée en 4 entités territoriales avec le graphique en partant de la gauche. Le deuxième, donc c'est... je peux montrer, voilà. Donc celui-ci, il représente la part des emplois de 1989 à 2019 sur le nord-est océanien, donc cette partie ici, des communes qui sont non minières. Et on voit que la part des emplois diminue, tandis que la part des emplois augmente largement du côté du nord-ouest minier avec l'usine de VKP. Donc d'abord circuler et quitter cet endroit non minier, c'est pour trouver un emploi. Mais quand on réalise des entretiens avec ces personnes, on se rend compte que les motivations sont multiples et pas seulement trouver un emploi. Bien sûr, il y a un attrait pour le secteur, parfois pour les métiers de la mine et de la métallurgie, mais c'est aussi une façon de se construire une trajectoire individuelle en sortant de la tribu, en pouvant avoir une autonomie financière, s'émanciper et se construire une identité qui est propre. Donc ça m'a permis de aussi travailler sur l'identité des personnes, puisque s'insérer dans le salariat et circuler entre 2 territoires qui peuvent être très différents, qui peuvent être vraiment 2 systèmes de valeurs différents, ça peut être compliqué et créer des déséquilibres à une échelle individuelle, mais aussi à d'autres échelles. Donc, on s'est intéressé aux conséquences de la mobilité, à la fois sur la culture kanak, sur la structure familiale et sur ce contraste économique entre une côte est et une côte ouest. Alors sur la culture kanak, les questions que nous nous sommes posées, c'était quel lien on garde avec sa tribu et comment on maintient son lien au niveau de ses responsabilités coutumières. Est-ce qu'on peut se faire représenter par un membre de sa famille qui reste? Est-ce qu'il faut rentrer régulièrement? Et comment on fait quand on est contraint par le rythme de la mine et de l'usine qui n'est pas la même temporalité que la temporalité en tribu? Et donc nous nous sommes intéressés à toutes ces dynamiques un peu en interface où à la fois l'entreprise va des fois s'adapter au rythme de la tribu et en même temps l'entreprise va aussi devenir plus souple pour s'adapter aux personnes qui sont de plus en plus nombreuses à aller travailler à l'usine ou à la mine. Sur la structure familiale, le fait de justement subir ces rythmes de l'usine ou de la mine, donc par exemple travailler 4 jours et se reposer 4 jours, ça demande des ajustements et l'éducation des enfants ou même la structure familiale s'en voit bouleversée ou déséquilibrée. Et enfin, sur le contraste économique entre les 2 côtes, vous avez pu, entre les 2 littoraux est et ouest, ça a déjà été évoqué en termes de rééquilibrage. En fait, on peut penser à la fois le rééquilibrage de manière économique et géographique. Donc on l'a vu, le secteur du nickel va intégrer ces territoires non miniers en élargissant son bassin d'emploi, mais néanmoins ça va aussi concentrer les emplois d'un côté et les personnes n'auront pas le choix que de quitter par exemple Yengen pour aller, s'ils veulent trouver un travail, sortir de leur tribu. Donc, on a des circulations qui vont participer au développement. Donc, la marge, c'est le concept que j'ai utilisé pour parler des territoires non miniers, puisqu'on a, avec ces individus qui circulent, d'autres circulations. Ça va être des compétences, ça va être de l'argent, ça va être des informations, un ensemble de circulations qui vont faire que les 2 territoires miniers et non miniers sont connectés. Mais on va aussi avoir une entreprise qui va être à la fois source d'équilibre et de déséquilibre.
Donc sur cette question des emplois, mais en même temps sur des bouleversements qui peuvent se faire à différentes échelles. On va passer maintenant à une grande question qu'on s'est posée au départ. Est-ce que l'image que les Calédoniens ont de la mine change? Il y a encore 30 ans, il n'y avait pas de souci. La mine, c'était le roi nickel. Le roi nickel faisait vivre la Calédonie. On voit que dans le monde entier, les préoccupations environnementales avancent. Est-ce que c'est le cas aussi en Nouvelle-Calédonie? Alors pour faire ça, on s'est intéressé... oui, tu peux passer la suivante. Donc, on a étudié les représentations sociales de la population. Alors c'est une vision qui est intéressante. On pourrait essayer de... Tu peux passer à la suivante. Ah ben attendez, oui, pardon, non. Alors attendez, je suis un peu dans les... Oui, alors, oui. Donc, on a construit des cartes cognitives. Alors, ça consiste à quoi? On a interrogé 500 000 personnes. Il y avait 70 personnes qui étaient liées au secteur minier, 17 personnes qui travaillaient dans la mine. Les autres personnes étaient dans une famille liée à la mine. Uniquement 30% des gens qui n'étaient pas liés à la mine. Et on leur a demandé, en fin de compte, quels étaient les mots qui leur venaient à l'esprit quand on leur parlait de la mine aujourd'hui et la mine demain. Et ça nous a donné des résultats qui étaient relativement intéressants. C'est que les mots qui sortent le plus, 10% des mots qui sortent le plus, c'est nickel pollution. Quand on rajoute environnement, camion, emploi, travail, économie, on a 25% donc des occurrences. Et ensuite, on a, c'est les mots, vous voyez, ce sont ces quelques mots-là qui sortent dans l'esprit des gens. Et donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait des différences entre les jeunes et les pas jeunes. Les moins jeunes qui ont moins de 26 ans, pour eux, on associe le mot nature et le mot usine. Pour les gens qui sont plus âgés, c'est plutôt le mot minerai, le mot exploitation, le mot camion. Donc, la mine, c'est plus c'est plus le secteur minier. Pour les jeunes, c'est plus les usines métallurgiques. On a vu aussi une différence entre les communes minières et non minières. Dans les communes minières, on parle de cailloux, on parle de nickel. Dans les communes non minières, on parle plutôt de terre, d'économie. Et donc, ces associations libres de mots, là, on les a structurées. On a demandé aux gens aussi de représenter par dessin le lien qu'ils faisaient entre la mine aujourd'hui et différents facteurs. Alors, on passe à l'image suivante, où on va avoir la mine au quotidien. Voilà un dessin une représentation graphique. Ces représentations graphiques sont intéressantes parce que ça permet un dialogue entre la personne qui est interrogée et la personne qui l'interroge. Et puis, quand on parle de la mine au futur, j'ai choisi une représentation un petit peu schématique et caricaturale, mais qui amène bien un peu l'évolution possible et l'importance pour les opérateurs du nickel, disons, de travailler aussi sur l'environnement, la compensation écologique, etc., pour qu'on n'ait pas ces représentations-là du nickel dans le futur, qui est voyons, j'appelais ça la mine violente au futur. On parle que de choses négatives. On a totalement enlevé les aspects positifs de l'économie. On se focalise uniquement sur l'environnement. Donc, il va falloir accompagner cette évolution aussi des représentations mentales de la population calédonienne. On ne peut pas vivre en circuit fermé, hein. La Calédonie est aussi sensible à ce qui nous vient de l'extérieur. On voit que l'environnement devient de plus en plus important. Donc, c'est un enjeu fort pour les opérateurs miniers. Continuer à être l'opérateur de l'économie calédonienne tout en minimisant un petit peu le coût environnemental de l'industrie du nickel et de la métallurgie. Comme vous avez remarqué, il y a beaucoup de données qui ont été créées, collectées dans le cadre de ce projet. Et donc, on peut se dire, ce serait dommage qu'à la fin du projet, on ne puisse plus avoir accès, ou on ne puisse plus utiliser ce genre de données. Et donc, c'est le but de cette partie-là, de valorisation et pérennisation des données. Alors, on pourrait peut-être comparer les chercheurs à des grands enfants, peut-être. On est content, on a des jouets, on a un nouveau jouet.
Mais après quelques temps, ce jouet, on le laisse un petit peu tomber, et puis il part dans un carton. Donc peut-être au bout de, voilà, au hasard, 42 mois, ce jouet part dans un carton, et puis peut-être on va le retrouver, mais longtemps après, quand on a déménagé. Malheureusement, on se rend compte que, alors peut-être un petit peu moins maintenant, mais pour les données, en général, c'était ça aussi. Après un certain temps de projet, les données, on les mettait peut-être dans un disque dur, et le disque dur, on le met dans un carton, et puis on le retrouve quand on déménage. Donc voilà, c'est un petit peu le but de cette partie du projet. On a essayé de faire une application qui permet de voir les données qui ont été utilisées, qui ont été également créées. Et donc, je voulais essayer de faire peut-être une petite présentation pour essayer de montrer cet outil. Alors, vous retrouvez l'adresse sur la brochure. Voilà. Donc, on a essayé de créer une application qui était vraiment simple pour l'utilisateur. Et donc, bien, quand quelqu'un veut avoir accès à des données, en général, il sait à peu près ce à quoi il va attendre, ce vers quoi il va attendre. Et donc, bien, notamment dans ce projet, on a utilisé 4 grands thèmes, des thèmes reliés au projet, donc économie, environnement, mine, social. Ou sinon, l'utilisateur, s'il veut, il peut aussi simplement entrer un mot-clé. Donc, on voit, c'est une interface assez simple. Donc, admettons que quelqu'un voudrait aller au hasard des données en rapport avec la mine. Il suffit qu'il clique sur le thème mine pour pouvoir voir s'afficher un ensemble de données qui sont disponibles. Alors, ces données, elles sont décrites au moyen de fiches avec des petites indications. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il s'agit d'une donnée essentiellement de type document, textuel, peut-être ici des données de genre carte. Et à chaque fois, dans les pages de cet outil, on retrouve le moteur de recherche, en fin de compte, avec la possibilité d'affiner par le moyen de mots-clés. On retrouve également nos thèmes ici, la possibilité de filtrer selon le type de données. Donc on pourrait s'intéresser à des données de type cartographique, par exemple, donc en choisissant les filtres ici. Et peut-être que quelqu'un s'intéresserait aux usines. Donc il suffit de taper usine dans le moteur de recherche pour continuer à affiner la donnée, la recherche. Et une fois qu'on est satisfait, donc on voit ici qu'il y a 2 jeux de données qui sont plus ou moins les mêmes. Donc usine métallurgique de Nouvelle-Calédonie en 2021 et de même là, usine métallurgique de Nouvelle-Calédonie en 2017. On va peut-être s'intéresser à la donnée la plus récente. Donc il suffit une fois de plus donc, de cliquer dessus pour pouvoir visualiser finalement ces données. Et là, on retrouve nos 3 usines métallurgiques avec celle du Nord, celle d'Onyambo et puis celle de Goro. Ces données-là, elles peuvent être téléchargées. Il suffit de choisir un format pour pouvoir les télécharger. Et on retrouve encore, une fois de plus, notre moteur de recherche avec la possibilité de continuer à affiner finalement nos recherches, pour pouvoir éventuellement ajouter des couches pour pouvoir croiser des données. Par exemple, on pourrait s'intéresser aux réserves liées à la mine. Voilà, et on voit ici qu'il y a encore de nouvelles données qui se sont ajoutées, donc avec les réserves géographiques peut-être. Et là, on voit que cette couche géographique a été ajoutée. Et une fois de plus, on peut avoir des informations supplémentaires à propos de ces données. Alors, ici, il y a un outil en rapport avec la visualisation cartographique. On s'est aussi intéressé à d'autres types de visualisation. Par exemple, si on s'intéresse à des données du genre sur l'emploi. Donc, quand il n'y a pas de données en rapport avec notre recherche, on le voit, il y a un système d'information qui nous l'indique. Donc là, ici, peut-être qu'on n'a pas de données en rapport avec l'emploi et filtrées par la mine, mais il y a peut-être d'autres données qui ne sont pas directement liées à la mine. Et on voit qu'effectivement, on a
3 ici, donc 3 données qui peuvent être visualisées. Donc là, pareil, données de type document. Et ici, on voit qu'on peut visualiser des données de type cartographique. Donc si on s'intéresse à l'emploi, ici on voit que ces données-là sont en rapport avec, ont été fournies par l'ISEE. On peut s'intéresser par exemple au nombre d'emplois salariés par entreprise. Et admettons, si on voulait choisir la commune de Yaté, il suffit de valider, choisir Yaté. Et on voit donc l'évolution de ces emplois, du nombre d'emplois salariés pour le niveau d'IAT. Encore, si on veut ces données, on peut les télécharger directement en format CSV pour, si c'est nécessaire, les exploiter dans notre, peut-être sur notre ordinateur avec un autre outil. Alors donc on a vraiment essayé de faire un outil qui était simple pour un utilisateur, assez convivial. Alors bien sûr, dans cet outil, on va proposer des données publiques. Il y a également, cet outil a aussi vocation à pérenniser des données qui sont privées, c'est-à-dire qu'on ne va pas les laisser en open access à tout le monde. Ça tombe bien justement, on est la semaine de l'open access cette semaine-ci, mais même si la plupart des données peuvent être accessibles au grand public, bien certaines, il va y avoir certains droits pour pouvoir y accéder, et donc ça par rapport à la réglementation. Une autre chose qui est importante, c'est qu'on a utilisé des outils qui sont normalisés, c'est-à-dire que nos données, on peut les laisser accessibles via des normes internationales. Donc ça permet de faire en sorte que des machines puissent récupérer automatiquement des données à partir de cette plateforme. Donc voilà pourquoi on peut dire que nos données, grâce à cet outil, elles ont été pérennisées et puis elles peuvent être ensuite facilement trouvables. Merci Guillaume. Et je conclus cette présentation. Beaucoup d'informations vous ont été délivrées. C'est un concentré, ultra concentré de ce qui a été fait. Donc j'espère que ça a été, ça a été accessible, que ça digère petit à petit, puis que vous aurez des questions. Et que peut-être dans l'échange qui va suivre, on va pouvoir avoir peut-être plus de précision ou alors des détails sur des sujets qui vous ont particulièrement intéressé. J'ai bien conscience que c'était très dense et que c'est peut-être difficile de réagir comme ça à chaud, mais en tout cas, j'espère qu'on pourra quand même avoir un échange. Avant de terminer, on voulait conclure par quelques perspectives qu'ouvre le projet. Alors bien sûr, il en ouvre beaucoup parce que les résultats sont quand même assez nombreux, mais on en a priorisé 5, alors qu'ils ne sont pas du tout présentés dans un ordre de priorité. Mais en tout cas, c'est 5 points qui, je pense, méritent dont l'étude mérite d'être prolongée dans le cadre peut-être d'autres projets ou par d'autres équipes. Tout d'abord, les différentes approches qu'on a utilisées ont montré que la place des femmes et de l'emploi des femmes dans la mine, du rôle que pouvaient jouer les femmes autour de l'activité minière est important et il y a des caractéristiques, on va dire, particulières. C'est pas un sujet qui a été, on va dire, approfondi dans le cadre de l'étude parce que c'était pas le sujet, c'était pas on va dire, entre guillemets, dans le contrat initial de notre engagement sur ce sujet, mais plusieurs pistes ont été levées en ce sens. Donc je pense que peut-être une étude dédiée serait tout à fait intéressante. Au niveau de la Nouvelle-Calédonie, plusieurs études ont déjà été menées sur l'activité des femmes, leur rôle dans l'emploi, dans les revenus qui sont générés, etc. Je pense qu'une étude spécifique sur le secteur de la mine serait intéressante. Également, la nécessité de pérenniser la plateforme DataGate. Guillaume l'a dit, avant on avait des fichiers données qu'on mettait dans des cartons, après on a mis les données sur des disques durs qu'on a mis dans des cartons. Là, j'espère que cette plateforme qui a été créée ne va pas elle aussi être mise dans un carton. L'idée, c'est de, bien sûr, la rendre accessible, qu'elle soit utilisée par chacun d'entre vous et de ceux qui auront besoin d'avoir accès
accéder aux données ou de consulter les données qui ont été produites dans le cadre de ce projet. Mais c'est une plateforme qui est également mise à disposition pour pouvoir être alimentée par d'autres projets. On est ici dans une démarche de science ouverte, de science avec et pour la société, en disant la donnée qui est produite par les organismes de recherche est bien sûr une donnée publique qui doit être diffusée et accessible au plus grand nombre. Donc on s'inscrit dans cette perspective et j'espère que cette plateforme va être largement utilisée et va continuer à être alimentée pour que les données soient actualisées. Toujours dans le même, c'est un peu le même ordre d'idée, mais c'est l'engagement vers la science participative. C'est le fait de pouvoir impliquer davantage l'ensemble de la population dans à la fois la production et la communication de données. C'est solliciter chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, jeunes et moins jeunes. On pense souvent aux étudiants quand on parle, parce que nous à l'université on a beaucoup d'étudiants, donc on pense souvent aux étudiants quand on parle de sciences participatives, en demandant aux étudiants de relever de la donnée qui peut être de différentes natures. Dans le cadre de ce projet, on aurait dû notamment sur la commune de Thio utiliser cette, on va dire cette méthode ou ce mode de recueil de données. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait, mais c'est une méthode qui est tout à fait riche et qui permet de rassembler et de collecter des données d'une grande richesse parce que d'une grande diversité. Donc, sans doute que pour l'analyse en particulier de l'impact de l'activité minière, les sciences ou la science participative, c'est une piste qui doit être creusée. On a aussi mentionné l'impact que pouvait avoir l'activité minière sur la structure familiale. Alors, de façon générale, c'est l'activité salariée. Qu'est-ce que le fait d'avoir pour l'un ou l'autre ou les membres du ménage une activité salariale va impliquer dans l'organisation familiale, dans la structure familiale? C'est important de le savoir et de pouvoir analyser ça. C'est particulièrement important aussi quand cette activité salariale, elle est issue de l'activité minière. Donc un focus vraiment sur l'évolution de la structure familiale dans le cadre d'une activité salariée liée à la mine et serait tout à fait pertinente de développer. Et enfin, bien sûr, on a montré, notamment dans l'étude qui a été faite sur les représentations sociales du nickel, que la représentation sociale, la vision, la perception qu'on a de l'activité minière évolue. Elle évolue selon la géographie, elle évolue selon les conditions de vie des personnes, elle évolue selon l'âge et la façon dont les opérateurs miniers vont pouvoir mettre en place leurs activités, leurs actions ne va pas être la même partout et pour une efficacité, c'est une préconisation en termes d'efficacité des actions qui pourront être mises en place par les opérateurs miniers, c'est d'avoir bien conscience et d'avoir une meilleure connaissance de la représentation et des demandes des populations. Ça paraît évident quand on le dit comme ça, mais l'exemple, en particulier les exemples en Calédonie, montrent que ce n'est pas toujours le cas et c'est ce qui donne parfois lieu à certains conflits. Donc on a des outils pour pouvoir s'approprier, pas s'approprier, mais en tout cas avoir une meilleure connaissance de cette représentation sociale qui sont mises à disposition et qui peuvent être utilisées, y compris par les opérateurs miniers, pour pouvoir orienter au mieux leurs actions et leurs activités. Voilà pour les conclusions de cette étude et la parole est maintenant à vous. Je vous remercie. Merci, je voulais juste... Oui, je voulais juste remercier au-delà de l'équipe projet, aussi le Haut Commissariat et l'ISE qui a permis d'accéder aux données du recensement de 2019 d'avant-première, alors pas forcément dans des conditions d'accès standards, mais ça a été clé aussi pour que les analyses et les résultats présentés soient aussi de la pertinence que vous avez vue. Voilà. Des questions ?
Bonsoir tout le monde. Moi, c'est une question sur... Vous avez traité des activités, enfin de la culture, des activités culturelles, de la structure coutumière, au travers de la mobilité, de l'aspect de la mobilité. Il y a, dans l'impact de la mine, il y a des tribus qui sont situées au pied des mines. C'est pas l'impact, c'est pas la mobilité quoi, des gens. Il a un impact direct sur le fonctionnement des structures coutumières. Donc dans les sujets parce que vous évoquez des sujets à creuser là, d'autres sujets à creuser. Moi je sais que le CNRT il fait plein d'études là-dessus, mais ce serait vraiment de voir l'impact de la mine sur le fonctionnement de la coutume quoi. Parce que sur l'aménagement, quand vous parlez de l'aménagement aussi, sur l'aménagement, il y a des zones taboues, par exemple. On sait que maintenant, de plus en plus de mineurs, ils sont tous dotés de ce qu'on appelle les RSE. Là. Dans les travaux qu'ils font avec les RSE, on rentre de plus en plus dans ces aspects-là. Donc je pense qu'il y a de quoi, il y a de la matière, quoi, à étudier et essayer de voir ce qu'on peut en tirer. Parce que nous, ça peut nous aider aussi dans notre fonctionnement futur, parce qu'on voit qu'on s'adapte. On s'adapte à ça, quoi. Donc moi, la question, c'est que si parmi les questions à creuser, on ne peut pas plus creuser aussi cette question-là, quoi. Voilà, merci. Oui, tout à fait. Ça appelle pas forcément de réponse. Merci pour ce conseil, cette préconisation, mais ça rejoint. Pascal, tu voudras compléter? Ou Valentine, ouais. Oui, mais je pense que c'est inclus dans le point qui était mentionné en termes de préconisation et de poursuite, effectivement, des choses à creuser. Mais Valentine, qui a travaillé sur ces questions, va vous répondre, pour compléter. Alors, effectivement, je pense que de plus en plus, l'espace de la tribu et l'espace de l'entreprise se recoupent dans les deux sens. On voit des entreprises minières qui intègrent certaines pratiques. Par exemple, elles vont réaliser des gestes coutumiers envers des chefferies quand elles vont introduire de nouveaux engins ou même accueillir de nouveaux individus qui sont de l'extérieur. Donc, ou alors avoir un calendrier qui va être planifié avoir des jours de congé pour les jours importants dans les tribus proches. Et du côté de la tribu, effectivement aussi, forcément, la coutume et les événements coutumiers s'adaptent. Et alors, un des exemples, mais là, donc, moi j'ai eu la particularité de travailler sur des espaces qui sont éloignés des mines et des usines. Mais par exemple, à Lifou, on voit qu'on a un agrandissement ou un déplacement des espaces de transmission des savoirs coutumiers et de la pratique de la coutume. Par exemple, à Lifou, on va aussi pratiquer la coutume à Nouméa, du fait que de plus en plus de personnes sont aussi en dehors de Lifou et notamment à Nouméa. Donc ça, c'est un des aspects qu'on a pu soulever. Et donc, vous avez évoqué aussi la figure un peu particulière du chargé de responsabilité sociale d'entreprise. Effectivement, c'est des personnes qui vont graviter à la fois autant dans les tribus que dans l'entreprise. Et c'est souvent des personnes, en tout cas pour ceux qui sont responsables au niveau du territoire, qui ont des profils, qui auront des parcours à la fois, ils auront un pied à la fois dans la tribu et à la fois dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils vont manier le langage, les codes des deux entités. Et ils vont pouvoir faire le lien entre et la tribu et l'entreprise. Donc je pense qu'on a vraiment deux territoires qui se recoupent de plus en plus. Alors, c'est autant vrai pour des tribus qui sont proches d'une mine et d'une usine que pour des tribus qui sont éloignées. C'est justement pour ça qu'on questionne ce fait on n'est pas seulement sur un territoire minier et non minier. Après, il y aura des particularités, je pense, entre une tribu qui est vraiment proche d'un massif. Vous avez aussi questionné la particularité foncière, la spatialité. Ça, c'est un aspect que donc, nous, on a moins traité sur le fait de, par exemple, étendre une mine. Quel est l'impact sur une tribu proche d'un massif? C'est vrai que
territoires non miniers sont moins concernés par cet aspect. D'ailleurs, le chargé de RSE s'implique quand même en priorité sur un territoire minier que sur un territoire qui est plus éloigné. Bonsoir. J'ai une question. Au niveau de l'industrie, de la mine, vous avez fait un petit peu le tour, mais ce serait au niveau des industries, de développement économique qui pourrait suivre parallèlement les mines. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Est-ce que vous avez vu qu'il y avait des développements économiques un petit peu parallèles qui suivaient justement les mines, ou est-ce qu'il y a, une fois que la mine s'en va et qu'elle arrive à sa mort forcément inévitable, il n'y a rien d'autre à proposer derrière? Alors, j'ai pas en tout cas en tête. On n'a pas travaillé sur un territoire où une mine se serait arrêtée, mais en tout cas pour ce qui se passe quand un salarié revient dans un espace non minier, on s'est intéressé au transfert de compétences et notamment la question de l'entrepreneuriat et des projets de développement qui vont pouvoir être développés. Donc, ce qui est assez visible, c'est que déjà les compétences mobilisées dans le secteur de la mine et de l'usine sont des compétences assez transversales, notamment dans l'utilisation de certains engins qui pourront être les mêmes dans le secteur agricole ou du BTP ou des transports. Donc en fait, on va pouvoir quand même avoir un emploi, des profils recherchés. Il y a aussi le fait qu'on va rechercher certains employés parce qu'on sait qu'ils ont travaillé dans telle entreprise ou dans telle société. Ça veut dire qu'ils ont une rigueur, qu'ils vont pouvoir aussi avoir un certain comportement en fait, qui sont recherchés. Pour autant, le développement économique dans les territoires non miniers ne permet pas forcément justement ce retour des salariés et le fait qu'ils puissent monter des projets chez eux. Ça va vraiment dépendre. Sur Bourail, c'est le cas, parce que Bourail, il y a déjà un tissu économique de patenté qui est assez... qui est existant et qui aide en fait à ce retour et justement à ces allers-retours dans la mine où finalement on va s'employer de manière plus temporaire mais on va réinvestir l'argent dans ce genre d'activité, ce qui n'est pas le cas à l'IFO ou Yengen où là on a plutôt des retraités qui vont monter des projets ou s'investir. En tout cas, il y a un transfert de compétences. Pour une mine qui s'arrête, je pense que si, il y a quand même l'exemple du moment où il y a eu l'usine du Nord qui a été construite et en fait ça a été cette période où il y a eu quand même un emploi assez fort de la population sur des petits contrats et ensuite il y a eu 2 phases de construction de l'usine et ensuite ce qu'on a appelé les démobilisations qui ont été aussi accompagnées par la province Nord pour faciliter le réemploi de ces personnes-là. Et là, on a... A priori, on ne sait pas exactement ce que sont devenues ces personnes, mais elles n'ont pas toutes continué. Beaucoup avaient peut-être monté des patentes et n'ont pas continué avec ces patentes. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez. Oui. Peut-être juste pour compléter ce que vient de dire Valentine, c'est vrai qu'au début, on avait l'ambition de regarder la mine, le site métallurgique et puis les effets d'entraînement. Sur les autres secteurs, c'est vrai que le nickel ayant une fin, comme vous l'avez indiqué, est-ce qu'il y a possibilité de développer d'autres secteurs d'activité qui, du coup, seraient qui n'auraient pas, seraient du développement durable? Par exemple, l'agriculture. Mais ce type de questions s'était posé au début, on avait l'ambition de le faire, mais n'ayant pas toutes les données pour pouvoir analyser les effets d'entraînement et notamment la sous-traitance aussi, il y avait des effets autour des mines ou de la métallurgie. On n'est pas allé plus loin dans cette analyse-là et donc du coup c'est pour ça que, à part ce qu'on peut dire et ce qui a été démontré effectivement sur le site de l'usine du Nord, où là, effectivement, on a plein d'effets d'entraînement qui sont visibles. Si on veut savoir si une mine à Canala a eu des effets d'entraînement sur, je ne sais pas, la production des squash ou je ne sais pas quoi, du coup, là, on ne pourra pas le démontrer, mais qui, du coup, est une activité qui serait renouvelable contrairement à la mine, quoi. Voilà.
Bonsoir tout le monde, merci à vous pour la présentation. Bonsoir à ceux qui se sont déplacés, parce que je pense qu'on n'est pas nombreux, alors que c'est un sujet pour moi très important en termes de développement durable, soutenable pour le pays. Moi, je fais partie des associations qui défendent l'écologie, on ne parle plus d'environnement, Corail Vivant, Terre des Hommes, donc un grand merci. J'aurais voulu juste savoir pourquoi, quand vous dites que vous n'avez pas pu avoir de données au niveau de Thio, là, sur le recueil, le mode de recueil au niveau de Thio, à quoi c'est lié? Parce qu'à la base, les données accessibles et acquises, elles sont censées être fournies. Tout le monde doit pouvoir les consulter. Après, deuxième chose, quand vous parlez d'une étude qui concernait les jeunes de moins de 26 ans, l'exemple que vous aviez montré, c'est un petit Noé, 3e, c'est ça? C'est un élève de 3e pour les cartes mentales. Quand monsieur, alors je vois mal d'ici, de l'IRD, monsieur David, vous êtes intervenu et vous parliez de la mine violente au futur. C'est ça, c'est un élève du niveau 3e, c'est ce qui était écrit sur le dessin. Oui, bonjour. Bonsoir. En fait, dans toutes ces enquêtes qui ont été menées, donc très courtes, avec des jeunes et des moins jeunes, ont intégré des jeunes des collèges et des lycées de la région, mais aussi, enfin de la région de Nouméa, mais aussi de Yengen. Donc l'exemple en question, effectivement, c'était probablement un jeune de 3e, si vous l'avez vu. Oui. Mais l'idée était qu'il y ait une grande quantité de personnes jeunes et moins jeunes qui répondent. Et on est à peu près sur 50-50 dans les proportions, dans les âges. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est essentiel, hein, quand vous parliez de maintenir des connaissances, d'aller chercher un peu plus loin la compréhension. Monsieur relevait qu'au niveau des impacts sur la pratique coutumière et des parallèles qu'il faut pouvoir, des ponts, hein, moi je parlerai de ponts, qu'il faut pouvoir mettre entre la société actuelle, le développement et le futur de ces enfants-là. Quand vous parlez de mines futures et violentes, c'est important de pouvoir poser des bases de compréhension, c'est ce que vous faites. Et il y a pas mal de choses que les jeunes observent avec maintenant le développement et l'accès aux données par le biais de Facebook, par le biais de tous ces vecteurs modernes, où il n'y a pas forcément de tri des données. Il y a beaucoup de gens qui alertent, mais il n'y a pas assez, à mon sens, d'informations sur le terrain, avec des données fiables, sûres, pour que ces jeunes-là puissent se faire une idée. Et malgré tout ce que vous pouvez dire, on est quand même encore en 2023 avec des données que vous nous donnez qui relèvent de 2021. Je ne sais pas si vous avez pu faire appel aux industriels et qui vous ont refusé des accès à des données, mais nous, c'est le cas, bien souvent. Donc, je ne vais pas rentrer dans les débats. Par contre, il est essentiel que les choses, elles soient transparentes, parce que cette jeunesse-là, elle est en train de se construire et elle a une vision globale avec peut-être un manque à pallier au niveau des parallèles avec la coutume, la pratique coutumière. On ne va pas apprendre aux gens à faire la coutume. Hein. Nous, ici, en Calédonie, moi, je suis métisse, je sais le faire et je participe toujours au travail en tribu. Donc, on est de deux mondes parallèles. Et moi, j'ai un grand-père qui vit à Kouawa, c'est une commune minière, et lui, il me parlait de choc des cultures, mais du choc du futur. Le choc, on y est déjà, hein, ça fait quelques mois. Donc la paix à assurer sur le pays, on y est. Parce qu'il va falloir en rediscuter, on est en plein dedans. Et la mine, c'est quand même l'outil de développement important qui va être négocié avec des mines essentielles, un développement dans la zone Asie-Pacifique sur lequel il va falloir réfléchir. Donc s'il y a des ouvertures à faire et des informations à faire, il faut que ça soit fait dans la transparence. On est en train de travailler dessus. Moi, j'ai eu la regrettable... bonne nouvelle, quand on y a travaillé, de voir que le schéma minier calédonien datait de 2009. Il a été revisité en 2021. 150 ans de mines en Calédonie. Donc, quand on me parle d'écologie et du fait que les industriels font des efforts, il y a vraiment des efforts à faire quand on voit les baisses de budget et les galères que c'est pour des instances comme l'œil qui bancarisent des données comme ce que vous mettez en place avec votre data
Pardon, monsieur. Datagate. Datagate, oui. le portail Merci, ouvert à tout le monde. Merci pour votre intervention. Merci. Effectivement, l'accès à la donnée, le recueil de données, l'utilisation de ces données, c'est quelque chose de primordial. On dit que la donnée, c'est l'or c'est même pas du siècle prochain, mais en tout cas des années à venir. Tous les développements de modèles d'intelligence artificielle, de fouilles de données et autres, c'est ce qui fera la richesse de demain. Et c'est une ressource absolument essentielle. Et l'enjeu est bien de pouvoir partager ces données quand elles existent et qu'elles sont fiables et consolidées. Ça, c'est aussi le rôle des chercheurs, de pouvoir produire de la donnée, mais de surtout garantir sa véracité et le fait de pouvoir l'exploiter en toute connaissance de cause. Sur votre question spécifique sur l'accès à la donnée et la science participative qui aurait dû fournir de la donnée autour de Thio, je vais passer la parole à mon collègue qui va pouvoir expliquer. En effet, sur Thio, il devait avoir des études qui devaient être menées avec des collègues chercheurs de l'Université Lyon 2. Malheureusement, ces études ont commencé, mais comme on l'a expliqué au début, comme Madame Meurice l'a expliqué au début, le fait est que c'était période Covid. Donc, malheureusement, tout ce volet a dû être stoppé parce que les chercheurs n'ont pas pu venir en fait faire leur terrain ici. Et Thio étant un terrain, je dirais, sensible d'une certaine manière, l'objectif c'était pas d'y aller 2-3 semaines, quoi. C'était de faire du terrain pendant une longue période. Et l'année 2021, quand on a commencé le projet, malheureusement, enfin 2020, quand on a commencé le projet, et à cause du Covid, c'est vraiment l'explication que cette phase n'a pas du tout été développée. Mais en effet, il y avait toute une phase d'approche participative avec la population locale sur les données de sensibilité, notamment des sites de Thio, qui n'a pas pu être mis en œuvre. Et en complément, j'indiquerai aussi que si vous êtes intéressé par les études qu'il y a eu sur Thio, dans ce projet-là, ça n'a pas pu être intégré pour les raisons affichées. Il y a des projets financés par le CNRT qui ont terminé il y a 3-4 ans, IMILA et gestion du passif. Et si vous êtes intéressé par les résultats, ils sont aussi en ligne sur le site. Et on a travaillé avec les habitants pour voir quelles avaient été les conséquences de l'engravement, de l'hypersédimentation des rivières sur les pratiques des gens. Donc, il y a eu beaucoup de travail sur la zone de Thio. Donc, il n'y a pas rien eu sur Thio. Il y a eu beaucoup de choses. C'est juste que dans ce projet-là, pour les raisons qui ont été données, on n'a pas pu compléter ces données-là. Voilà, merci. Du coup, j'en profite. Je vais rebondir à ce qu'a notre personne de l'autre côté de la salle a dit sur le fait qu'elle ne va pas apprendre la coutume aux autres. Je dis dans cette manière-là, mais c'est... Moi, je pense que moi, je ne suis pas métisse. J'aurais bien aimé apprendre la coutume à l'école, ce qui me permettrait d'avoir un peu plus de connaissances sur le monde calédonien et la culture kanak. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Et pour revenir à votre document participatif, je vais vous partager une expérience que j'ai eue. Je vis sur un bateau et à Port-Moselle, régulièrement, je sens les effets, on va dire, non désirables de l'usine. Donc pour celle qui est au centre-ville, pour pas la nommer, et également pour circuler un peu dans le sud, je vois et je note et je sens également des effets indésirables de l'usine sur l'environnement, à savoir sur les coraux et aussi sur l'air, qui, à partir du moment où on dépasse l'usine de Goro, l'usine qui est au centre de Prony, on sent des effluves un petit peu pas agréable. Donc j'imagine qu'il doit y avoir quelques produits là-dedans. Est-ce qu'il y a des études qui ont été un petit peu menées à ce sujet-là, autrement que le développement de l'habitat et du bâti? Dans le cadre de ce projet, le contexte environnemental, la donnée environnementale et la problématique environnementale n'a pas du tout été abordée. On était vraiment sur un projet où ce volet-là, il a déjà fait l'objet de recherches. Il y a plusieurs études qui sont sorties, qui ont été faites sur cette thématique.
Et nous, on s'est vraiment focalisé notamment sur les parties des axes qu'on a développés dans le projet. Donc, Méridique, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, et dans le cadre du CNRT, donc, qui est une plateforme qui rassemble à la fois les industriels, les collectivités et les instituts de recherche, il y a différents thèmes de recherche, dont la partie environnement. Et on a sur cette fin d'année une séquence assez complète. Et sur la partie poussière et impact sur l'air, il y a une restitution qui est prévue en décembre. Et, et globalement, sur toute la thématique, vous pouvez aller voir sur le site web du CNRT. Il y a... Voilà, l'enjeu qu'on a au niveau du CNRT aussi, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est de poser sur la table de manière consensuelle et partager des sujets et d'utiliser ou d'avoir la recherche et les chercheurs et les chercheuses qui puissent de manière objective apporter des analyses, apporter des solutions parfois sur des problématiques que l'on a, que ce soit en technologie, en environnement, en acceptation sociale. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Charles Dubois, je travaille à la SLN et merci pour votre étude. Pardon, j'ai pris la parole, j'aurais pas dû. Vous deviez répondre encore ? Ah non, excusez-moi. Et j'ai été très intéressé par tous les résultats. Il y en a un qui m'a surpris, donc je voulais peut-être un peu le creuser, sur l'impact de la mine sur l'emploi. Vous disiez que autant pour les sites métallurgiques, on voyait que l'impact était positif, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Et vous disiez que, à l'inverse, pour les centres miniers, l'impact était certes positif pour les hommes, mais vous disiez qu'il y avait alors c'était un coefficient négatif pour les femmes. Et ça m'a surpris parce que je vois, moi, sur les mines, pas mal de postes occupés par des femmes, que ce soit en géologie, pour des conducteurs d'engins. Et j'imaginais que ce serait plutôt positif. Donc c'est une idée que j'avais, une idée reçue. Quand vous dites que le coefficient est négatif, ça veut dire que si je suis dans une région où il n'y a pas de centre minier et que je suis une femme de 40 ans, j'ai plus de chances de trouver un emploi que je suis que dans une région où il y a un centre minier. C'est ça ? Oui, c'est ça. Effectivement, vous n'êtes pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui ont fait cette remarque-là. Alors, c'est sur les données, elles sont générales. Hein, donc, du coup, on n'a pas, quand on prend de manière générale ce que vous venez de dire, effectivement, c'est bien le cas. Donc, 40 ans, une femme, même niveau d'études, plus 5, je ne sais pas quoi, à proximité de la mine, du coup, on a moins de chances d'avoir un emploi qu'en dehors. Quand je dis à proximité, c'est moins de 30 minutes d'un site minier. Alors, la particularité, Romuald l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est que les analyses qu'on a faites sont hors grand numéraire. Parce qu'on ne peut pas avoir c'est trop compliqué d'isoler le site de la SLN du reste du territoire. Et donc, du coup, quand on n'est que sur la mine, ça veut dire qu'il y a énormément de mines sur la côte est. Donc peut-être qu'on capte aussi des effets liés aux particularités de la côte Est comparativement à la côte Ouest. Mais sinon, effectivement, le résultat, on l'a fait tourner 2019, pareil, on a toujours le même résultat. Et donc une des explications que l'on se dit, c'est que probablement que sur les sites miniers, les emplois services tertiarisés sont peut-être moins importants que sur des sites métallurgiques, où on aura les achats, plein d'autres choses comme ça, on aura beaucoup d'administration, et que probablement que ça a un effet comme traditionnellement, entre guillemets, il y a des métiers qui sont plus féminisés que d'autres, et donc probablement que sur les sites métallurgiques, il y a des emplois plus féminisés que sur les sites miniers, où le poids des conducteurs d'engins, même si effectivement ça évolue, est plus important pour les femmes, et c'est probablement aussi ce qui peut expliquer que Koniambo-Nickel a un très bon taux de féminisation dans ses emplois, du fait d'un nombre important d'emplois plutôt de services. Et effectivement, c'est bien ça le résultat. Bonsoir. J'ai juste 3 petits points très rapides. Un, juste pour répondre au monsieur là-haut sur les questions environnementales. En complément, vous pouvez tout à fait accéder à des réponses sur la qualité de l'air
Sur Scalaire, vous avez une association qui est mandatée maintenant, en plus officiellement, pour le suivi de la qualité de l'air, notamment autour des centres d'activité métallurgique, etc., et sur la ville de Nouméa. Et ils vous donnent en accès libre les données de mesure sur la qualité de l'air en direct. Vous avez aussi accès sur un plan un peu plus large environnemental sur tous les milieux naturels qui entourent la zone d'influence de l'usine du Sud, les bilans de l'œil qui sont produits régulièrement depuis 2013. Tout ça est disponible sur Internet. Vous avez les infos, mais c'est pas l'objet de l'étude là ici aujourd'hui qui vient en plus en complément et qui nous intéresse au plus haut point parce qu'en fait, justement, on produit ces diagnostics sur l'impact des activités humaines, pas que minières, dans une certaine zone régulièrement, etc. Et il nous est régulièrement demandé si ce serait possible pour nous d'inclure des données de sciences humaines et de l'impact social de ces activités, de l'impact culturel, spirituel, etc., sur le tissu sociétal et l'organisation sociétale telle qu'elle existait avant parmi les populations locales, quelles qu'elles soient, toutes ethnies, toutes cultures confondues. Donc c'est hyper intéressant. Sur la question de l'emploi, je me posais une petite question point de détail. Donc on parle de statistiques, de probabilité d'avoir un emploi dans une zone d'activité minière ou pas. Et du coup, on parle d'emploi exclusivement dans le secteur minier par l'entreprise qui est implantée là, ou les entreprises, ou est-ce qu'on parle de tous emplois? Parce que par exemple, ce qui m'est venu, c'est que dans le Sud, l'implantation de l'usine du Sud, ça a donné lieu à la création d'un certain nombre de structures dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, dont une qui était la Fondation Vallée, qui maintenant s'appelle la Fondation Chere, et qui, du coup, derrière, va probablement impliquer la création d'emplois autres que du secteur minier, mais qui sont liés quand même indirectement, etc. Et ensuite, une dernière question, je suis désolée, après j'arrête. Est-ce qu'il existe, parce que là vous nous avez présenté tout plein de résultats compartimentés, chacun dans votre travail, on a bien compris que chacun était spécialiste de son domaine. Ce qui m'intéresserait vraiment beaucoup, c'est d'avoir une espèce de vision analytique globale qui rassemble tous vos savoirs, toutes vos conclusions, et qui amène quelque part à avoir une forme de vision macro qui serait le résultat de l'ensemble de vos efforts collectifs. Est-ce qu'il va exister un rapport consolidé, quelque chose qui croise un peu tout ça, ou est-ce que c'est juste, c'est pas juste, c'est un énorme boulot, mais c'est la mise à disposition des données compartimentées de chacun dans son domaine, et puis après, à nous de faire le travail, d'y accéder et de les regarder et de les analyser, ou est-ce qu'il y a un volet comme ça derrière de prévu? Voilà, je vous remercie, pardon. Je vais laisser Amélie répondre. Bonsoir. Sur la question de l'emploi à la mine, on a utilisé des données du recensement des populations, donc fournies par l'ISEE, et ils ont créé une variable qui, lorsqu'on indique qu'on est en activité, donc on a un emploi, on est renvoyé à une autre variable, et la variable s'appelle emploi lié à la mine. Donc c'est pas seulement les salariés d'entreprises minières, mais ça peut être des emplois qui sont liés à la mine. Pour autant, on n'a pas, par exemple, l'information s'il s'agit d'un sous-traitant qui est lié à la mine. C'est ça? Oui, et de manière générale, du coup, on a utilisé le fait d'être en emploi, et qui fait que ça nous permettait aussi d'avoir un peu ce qui était la première question tout à l'heure, dans quelle mesure est-ce que ça pouvait aussi expliquer des effets d'entraînement qu'on ne peut pas mesurer, mais qu'on essaye de capter par ce biais-là. Donc effectivement, c'est de manière globale. Je crois que la deuxième question, elle était pour... On va laisser la présidente. En fait, ça se voit peut-être pas, mais ce qu'on vous a présenté, c'est déjà une synthèse et on va dire un regard transversal sur nos différents résultats et nos différents regards.
En fait, c'est comme beaucoup de questions de recherche, on ne peut pas y répondre par un seul mot. L'impact est-il positif, négatif? Il est positif sous une certaine forme, il est négatif sous une certaine forme, il prend différentes dimensions. Et ce serait vouloir le résumer, le synthétiser, ce serait forcément réduire l'information. Réduire la granularité ou la qualité de l'analyse qui a pu être faite. Donc, on a déjà, je peux vous assurer que pour arriver à ce qu'on a fait là, j'ai dû torturer mes collègues. Donc, c'est vrai que ça peut paraître encore très précis, très pointu, etc. Mais c'est parce que ce sont des questions complexes et que quand on veut s'assurer d'y répondre correctement en corrigeant les biais, en appliquant les bonnes mesures, en ayant des données qui se recoupent, enfin qu'on peut suivre dans le temps, etc., c'est compliqué, ça nécessite des analyses et on arrive à des conclusions qui peuvent paraître sur chacun des sujets peut-être parcellaires et ne nous donnent pas de vision globale, mais résumer ça à une vision globale, ce serait perdre beaucoup d'informations et de qualité d'information qui a été produite en fait. Donc effectivement, il y aura un rapport final du projet consolidé dont on essaiera de résumer en quelques pages les résultats. Mais c'est difficile forcément si on a un regard plus macro et on agrège encore davantage des résultats, on va perdre en qualité et en finesse de l'analyse. Et puis c'est aussi le livret là, qui a été la brochure qui circule là, qui est avec quelques points clés. C'est quand même vraiment des choix qui ont été faits collectivement de mettre en avant les conclusions principales collectives, quoi. Donc c'est Je ne sais pas si on arrivera à faire une synthèse plus synthétique et autant informative que ce qui a été fait. Donc c'est vrai que... Non, pardon, mais j'ai du mal à m'exprimer parce qu'en fait, je n'étais pas en train de vous demander de surrésumer, vulgariser encore plus, hyper simplifier ou répondre par oui ou par non à une unique question. Ce n'était pas l'objet. C'est juste que j'ai eu l'impression ce soir d'avoir des trucs très compartimentés et je me demandais à quel point il y avait eu du lien entre ce que chacun d'entre vous avait fait. Enfin, c'est hyper intéressant l'approche de Valentine. Je trouve que ça se croiserait vachement bien avec les autres données qui nous ont été présentées par les messieurs à droite. Je me souviens plus de leur nom, je suis désolée. Et voilà. Et vous tous, en fait, chaque truc pris indépendamment était très intéressant, mais tout ensemble est lié, puisque tout est lié les uns aux autres. Voilà, voilà, mais bon, j'ai du mal. Alors, je pense qu'encore une fois, c'est le format de la présentation qui donne cette impression. Mais en fait, il y a pas mal de résultats qui ont déjà été, qui sont les résultats d'une collaboration. Donc, par exemple, sur la question des représentations sociales, il y a vraiment une combinaison d'une approche à la fois qualitative et quantitative. Donc, qualitative à partir des entretiens et des cartes cognitives qui ont été présentées, qui ont été analysées déjà juste à travers à la fois le discours et les mots qui ont été utilisés. Et derrière, on a eu une approche quantitative avec Romuald en informatique, puisqu'en fait, notre base de données, Gilbert l'a dit, on avait 900 mots différents énoncés. Donc ça, nous, qualitativement, on est très vite perdus. Et donc, voilà, on a eu des visualisations graphiques qui ont été réalisées par Romuald et on a vraiment... Il y a eu, par exemple, je vous donne un résultat sur le fait que l'âge est une variable qui est significative pour parler des représentations sociales. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu dans mes entretiens. On a vraiment des générations plus âgées qui voient, alors, dans la question de l'usine du Nord, le combat des vieux, l'usine pays, alors qu'on a des jeunes maintenant qui associent cette usine plutôt à l'emploi et qui ont dépolitisé l'usine. Alors, et quantitativement, quand les analyses statistiques ont été réalisées, c'est ce qui est ressorti. Cette variable âge était significative. Je pense qu'on a eu un autre exemple, un dernier exemple sur l'impact sur l'habitat, par exemple, quand ça a été fait sur Yengen. D'avoir fait des entretiens sur Yengen, ça nous a permis de travailler ensemble sur quels étaient peut-être, par exemple, j'ai pu questionner les habitants sur est-ce que quand tu es allé travailler au moment de la construction de l'usine, est-ce que tu as utilisé cet argent pour construire une maison? Et donc, par exemple, en fait, a priori, 90%
c'était pas forcément une dynamique de construction de maisons, mais plutôt des agrandissements. Et ces agrandissements ou ces rénovations, ce ne sont pas des phénomènes qui vont être visibles à un niveau d'image. Voilà. Donc tout ça, c'est des discussions qu'on a eues en fait. Et pour compléter, il y a énormément de questions que ça a permis de poser. Donc Catherine Ries a présenté les principales perspectives qu'on souhaitait partager avec vous ce soir. Mais il y a plein de choses à faire dans le futur aussi pour réutiliser certaines données où on se pose des questions, mais pourquoi est-ce qu'on a ça? Qu'est-ce qui explique qu'il y a eu telle diminution à tel endroit? Peut-être ça peut amener à aller refaire des entretiens sur cette zone-là pour mieux comprendre les choses. Donc ça c'est sur du long terme aussi qu'il y aura encore des travaux collectifs, mais il y a vraiment déjà eu beaucoup de travail collectif sur un tel projet. C'est rare, hein? Et je vous invite aussi à venir à la soutenance de thèse de Valentine demain, parce que son dernier chapitre de sa thèse traite du système socio-écologique, mine. Et quand on traite de trajectoire de système socio-écologique, on est obligé d'avoir une vision intégrée des choses. Donc, c'est pas très long dans sa thèse, hein, mais c'est l'aboutissement de sa réflexion aussi. Et donc, je pense que dans les perspectives aussi de ce projet-là, travailler sur la mine de manière intégrée, c'est le voir comme étant un système socio-écologique. Ou alors, on est géographe, il y a pas mal de géographes ici, j'en vois dans la salle, on pourrait parler de géosystème mine, géosystème nickel, et de se poser des questions de ces trajectoires passées, présentes et peut-être futures. Et donc, qui nécessite là d'avoir une grosse intégration des informations. Mais Catherine a raison, on vient de loin. Hein. Déjà, non, mais on a... Alors, c'est à la fois un travail multidisciplinaire et interdisciplinaire. Interdisciplinaire, c'est qu'on avait un objet commun. Après, multidisciplinaire, c'est qu'on a quand même chacun nos approches méthodologiques différentes. Alors, je suis d'accord avec vous, ce serait bien d'avoir une approche méthodologique intégrée, mais là, ça sera vraiment difficile. Mais déjà, l'idée de pouvoir présenter chacun un peu sa diversité de problématiques pour essayer après d'aller vers l'intégration via le géosystème nickel, je pense que c'est un beau projet. Et on voit bien qu'au niveau international, il y a pas mal... On court quand même après ce genre de choses-là. Jusqu'à présent, les gens faisaient... on avait des programmes au mieux multidisciplinaires. Chacun faisait son truc. Et puis à la fin, on fait comme un petit peu ici, on présente une synthèse. Mais là, il y a une tentative un petit peu d'aller au-delà. Et je pense que dans le futur... on essaiera d'aller au-delà. Voilà. Donc merci de cette question parce que ça nous oblige un petit peu à nous. C'est pas facile de travailler entre anthropologues, informaticiens, géographes, économistes. Hein, quand Catherine nous a dit qu'elle nous a... elle a peut-être un peu exagéré, mais il faut avoir un mouche du coche, quoi, hein, et puis savoir manier la carotte et le bâton. Votre présence ce soir, et puis demain soir 17h la soutenance de Valentine, vous l'avez bien compris, tout aussi passionnante. Merci beaucoup, bonne soirée.